Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une décision de justice qui a tout simplement changé les règles du jeu pour la fiscalité internationale en Israël. Il s'agit du fameux arrêt Rosbad, une décision vraiment fondamentale de la Cour suprême. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose depuis: est-ce que les bénéfices réalisés à l'étranger sont vraiment à l'abri du fisc israélien? Pour quiconque a des activités hors des frontières, la réponse, elle est devenue beaucoup moins simple qu'avant. Allez, on regarde ça de plus près pour y voir clair. Alors, avant toute chose, il faut qu'on soit au clair sur un terme un peu technique, mais qui est au cœur de toute l'histoire, la société étrangère contrôlée, qu'on appelle aussi SEC. C'est quoi? En gros, c'est simple. Imaginez une société, disons en Europe, mais qui est en fait contrôlée par un résident israélien. Si cette société gagne de l'argent de manière dite passive, pensez à des loyers, des dividendes, des intérêts, eh bien, le fisc israélien peut débarquer et dire « cet argent, on le taxe ». Et on le taxe maintenant. Et ce, même si les bénéfices ne sont jamais rapatriés en Israël. C'est un outil fiscal hyper puissant, vous imaginez bien. Et justement, qui s'est retrouvé en plein dans le viseur de ce mécanisme? Le groupe Rosbad. C'est un géant d'immobilier, et leur cas est devenu l'exemple parfait, le cas d'école qu'on étudie encore aujourd'hui. Et attention, on ne parle pas d'une petite PME. Rosbad, c'était une société cotée en bourse en Israël, une grosse pointure. Ils avaient bâti un véritable empire immobilier partout en Europe en utilisant des filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg, et leur business, il était tout sauf passif. C'était une vraie machine. Ils trouvaient des opportunités, finançaient les projets, géraient les biens et enfin, ils les revendaient. Un cycle commercial complet, super actif. Et le résultat, des centaines de millions d'euros de profit, bien au chaud dans ces fameuses filiales étrangères. C'est précisément là que le bât blesse. Le fisc débarque et pose la question qui tue. Ces centaines de millions, c'est quoi? Des revenus actifs, donc le fruit d'un vrai travail commercial, ce qui voudrait dire qu'on ne paie l'impôt que si l'argent revient en Israël, ou alors est-ce que ce sont des revenus passifs, un peu comme des placements? Et dans ce cas, bingo, la règle des SIC s'applique et l'impôt est dû tout de suite. Inutile de vous dire que l'enjeu financier était colossal. Et voilà comment on se trouve au tribunal. L'affaire va passer par 2 étapes, 2 rounds si on veut. Et vous allez voir, on va avoir droit à 2 visions du monde diamétralement opposées. Premier round, donc, le tribunal de district. Et là, surprise, les choses tournent plutôt bien pour Rosbad. Il marque un point, et un point important. Le raisonnement du tribunal à ce moment-là est très concret. Les juges se disent: ok, attendons, ne regardons pas chaque petite filiale avec un microscope, prenons du recul. Et en prenant du recul, qu'est-ce qu'ils voient? Une direction centralisée depuis Israël, une stratégie globale, un vrai business qui tourne. En bref, ils voient une seule et grande entreprise. Pour eux, la conclusion est claire. Le revenu est actif. Point final. Grosse victoire pour Rosbad qui peut souffler un peu. Mais vous vous en doutez, le fisc n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ils ne sont pas du tout d'accord et décident de jouer leur dernière carte, la Cour suprême. Et c'est là que tout bascule. La Cour suprême, elle, va poser sur la table un principe, une règle d'or qui, aujourd'hui encore, est la loi absolue en matière de fiscalité en Israël. Et cette règle va absolument tout changer. Et cette règle d'or, la voici, presque mot pour mot. Chaque société est une personne morale distincte et par conséquent une entité fiscale séparée. C'est tout. C'est aussi simple et brutal que ça. Terminé l'idée de regarder le groupe dans son ensemble. Cette vision économique, qui semblait pourtant logique, est tout simplement balayée. La loi, c'est la loi, et la loi dit qu'il faut regarder chaque entreprise séparément. Regardons comment cette logique change absolument toute la perspective. La Cour suprême dit: on oublie le groupe, on prend une filiale au hasard. Que fait cette filiale, toute seule? Eh bien, elle possède un immeuble, elle encaisse des loyers, et peut-être qu'elle réalise une plus-value à la revente. Et ça, dans le livre de la loi fiscale, ça a un nom, revenu passif. Du coup, l'approche du premier juge qui regardait la réalité économique du groupe, incorrecte. Le verdict tombe et il est sans appel. Ces filiales sont des SEC. Et leurs profits, ils sont bel et bien taxables en Israël, et ce, dès maintenant. Bon, c'est une belle histoire juridique, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un entrepreneur aujourd'hui? C'est ça la question la plus importante. Quelles sont les leçons à tirer de tout ça? On passe en mode d'emploi? En fait, l'arrêt Rosbad nous a donné une sorte de checklist, 4 règles d'or à ne jamais oublier. Règle numéro 1. Chaque société doit être gérée comme une entité totalement indépendante. Ça veut dire des comptes en banque séparés, une compta séparée, des décisions du conseil d'administration propres à elle. Règle numéro 2, et celle-là est fondamentale, on analyse le revenu de chaque société individuellement. L'activité de la maison mère ou du groupe ne sert pas de bouclier. Règle numéro 3, tout ce qui se passe entre les sociétés du groupe, un prêt, une prestation de service, doit être formalisé par un contrat, comme si on le faisait avec un tiers, avec des prix de marché. Et enfin, règle numéro 4, chaque société doit avoir ce qu'on appelle une substance économique, en clair, pas de boîte aux lettres vide. Il faut de vrais bureaux, de vrais employés, une vraie activité. Du coup, on comprend tout de suite ce qui allume les warnings chez le fisc aujourd'hui. Si on commence à mélanger les actifs entre les sociétés, mauvais signe.
Si on fait des virements entre filiales sans contrat, sans explication, très mauvais signe. Si on partage des coûts à la louche sans politique de prix de transfert claire, encore un mauvais signe. Et bien sûr, le drapeau rouge ultime, une filiale à l'étranger qui n'a ni bureau, ni employé, juste une adresse. Ça, c'est devenu un risque énorme. Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute cette saga, ce serait ça. En fiscalité israélienne, la réalité économique, c'est bien gentil, mais c'est la structure juridique formelle qui gagne à la fin. La forme l'emporte sur le fond. C'est la grande leçon de l'arrêt Rosbad. Et ça nous amène à la question finale, celle que tout gestionnaire d'un groupe international devrait se poser. Face à cette jurisprudence, face à cette rigueur, la structure de l'entreprise est-elle une forteresse bien bâtie ou est-ce un château de cartes qui attend juste un coup de vent du fisc pour s'écrouler ? La réponse à cette question, eh bien, elle peut valoir très, très cher.